Je suis Arnaud Albert, je travaille à l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Je suis au niveau national à la direction recherche et appui scientifique et j'y suis chargé de mission et de recherche sur les espèces exotiques envahissantes et je suis surtout spécialisé sur les plantes exotiques. Et je suis Thomas de Solan, j'étais chargé de projet sur le projet Clever qu'on va vous présenter au Conservatoire botanique national Sud-Atlantique. Et actuellement, je suis chargé de mission biosécurité au Conservatoire botanique national méditerranéen. Alors le projet Clever, c'était un projet qui portait sur le test de deux méthodes internationales qui s'appellent A4 et A4+, et qui permettent d'évaluer l'impact environnemental négatif des plantes exotiques envahissantes et l'impact environnemental positif des plantes exotiques envahissantes, enfin des espèces exotiques envahissantes. Et dans le cadre de ce projet, on a testé ces deux méthodes sur les plantes exotiques envahissantes de France, à l'échelle régionale et à l'échelle nationale. Le projet était piloté et mené par l'OFB, le Conservatoire botanique national Sud-Atlantique, l'ensemble du réseau des CBN, l'ANSES et aussi le comité français de l'UICN. Et le projet était financé par l'OFB et par la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Et l'objectif du projet, c'était non seulement de tester ces méthodes, mais aussi de produire une première ébauche de liste nationale des plantes exotiques envahissantes de France métropolitaine, et aussi de nourrir les listes réglementaires à l'échelle nationale. Bonjour à toutes et à tous, je suis Arnaud Albert, je travaille à l'OSB, l'Office français de la biodiversité, je suis au niveau national à la DRAS, à la direction recherche et appui scientifique, et j'y suis chargé de mission et de recherche sur les espèces exotiques envahissantes, surtout spécialisées sur les plantes exotiques, et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter avec Thomas le résultat de ce projet qu'on a intitulé Clever, qui porte sur l'évaluation des impacts écologiques à la fois négatifs et positifs des principales plantes exotiques envahissantes de France hexagonale avec le test de l'utilisation de deux méthodes internationales d'analyse des impacts que sont E4 et E4+. Tout d'abord, on rappelle, on a pu l'évoquer, effectivement, que les espèces exotiques envahissantes, les EEE, sont considérées à l'heure actuelle à la fois par les politiques et par les scientifiques comme une des principales menaces qu'ils exercent sur la biodiversité à l'échelle mondiale. Donc, ce sont des espèces qui prolifèrent dans les territoires d'introduction et qui localement peuvent générer plusieurs types d'impacts négatifs. On pense souvent à ce qui nous concerne des impacts écologiques, par exemple sur les espèces indigènes, les habitats naturels, les écosystèmes. Le cas par exemple des griffes de sorcières sur le littoral. Il peut y avoir aussi des impacts économiques quand ça touche par exemple des parcelles agricoles ou quand ça génère des altérations de certaines activités économiques, comme par exemple la navigation avec le myriophylle et l'hétérophile qu'on a pu évoquer tout à l'heure dans les canaux, et aussi parfois des impacts sanitaires sur la santé humaine. On pense souvent à l'ambroisie à feu d'armoise avec un pollen très élargi. Le constat qu'on a fait, c'est qu'actuellement, on n'est pas capable en fait, de dire exactement combien on a d'espèces exotiques envahissantes en France. Alors je parle ici surtout de plantes exotiques, et quand je dis envahissantes, c'est leur statut scientifique. Parce qu'on est quand même une liste actuellement réglementaire de EE pour lesquelles on a interdit un certain nombre d'activités, notamment la vente. On peut quand même s'appuyer bien sûr sur TaxRef, le référentiel taxonomique de l'INPN avec le statut J, mais souvent c'est une sous-estimation de ce nombre et il n'y a pas vraiment de protocole standardisé. On peut sinon s'appuyer, on a la chance d'avoir dans toutes les régions administratives de métropole des listes scientifiques hiérarchisées en région, des plantes exotiques envahissantes qui sont réalisées par les CBN. Donc, ce sont des listes qui sont mandatées par les DREAL et qui sont validées généralement en CSRPN. Donc on peut compiler quand même ces listes-là, mais ces listes n'utilisent pas des méthodes généralement différentes. Il y a certaines méthodes communes, comme la méthode de l'OEDP, la méthode Weber-Écude, la méthode de Laverne. Mais voilà, il y a quand même des variations, on n'a pas tout à fait les mêmes statuts, donc une compilation c'est un peu compliqué. Et donc l'objectif c'est de dire qu'il faudrait avoir une méthode commune qui puisse être utile à la fois pour les CBN, mais aussi pour nous, notamment côté OFB et nos partenaires, et justement s'appuyer sur cette liste scientifique nationale officielle pour alimenter les listes réglementaires. Donc on s'est réunis fin 2022, les collègues de l'OFB, mais aussi avec les différents partenaires, pour se dire que ça serait bien qu'on définisse une méthode d'évaluation commune. Donc on parle généralement de méthodes d'analyse de risque ou d'évaluation du risque. Ce sont des méthodes qui vont porter sur différents critères pour évaluer les espèces exotiques, notamment s'appuyer sur leur potentiel de prolifération, leur capacité de reproduction, de dispersion, mais aussi étudier leurs impacts locaux, les différents types d'impacts, notamment les impacts négatifs, et finalement a émergé au milieu des années 2010 par des chercheurs une méthode qui s'appelle E4, Environmental Impact Classification of Allen Taxa, qui a été adoptée en 2020 comme un standard international par l'IUCN.
Donc on s'est dit, elle est de plus en plus utilisée, notamment par différents pays. Donc on s'est dit, ce serait bien que nous aussi on l'étudie côté français. Donc c'est une méthode qui est intéressante, puisque c'est une méthode qui est multitaction, qui peut s'intéresser à la faune, à la flore, aux insectes, mais comme on l'a dit, ça permettra d'uniformiser qu'une partie des méthodes d'évaluation, puisqu'elle s'intéresse qu'aux impacts. On voit qu'il y a principalement 8 catégories d'impacts, et surtout 5 qui nous concernent, qui sont massifs, majeurs, modérés, mineurs et minimales. Aussi une catégorie qu'il ne faut pas négliger, la DD, la Data Deficient. On voit qu'il y a un parallélisme qui est fait avec, bien sûr, les méthodes d'évaluation UICN, des listes rouges des espèces menacées. Donc EICAT, ça va surtout s'intéresser aux impacts, à l'étude des impacts environnementaux et écologiques négatifs, et surtout sur analyser les impacts sur la dynamique des populations des espèces indigènes, en s'appuyant sur différents critères, comment les taxons exotiques peuvent altérer finalement les performances des individus au sein des populations indigènes. Si ça peut parfois même réduire la taille des populations, ça peut même générer localement une disparition de l'espèce, et aussi savoir s'il y a un effet de réversibilité ou non, si l'impact est durable dans le temps. Et parallèlement à EICAT, certains chercheurs ont décliné EICAT pour plutôt étudier les impacts positifs environnementaux, donc EICAT+, et lui avoir aussi des catégories qui sont un miroir, qui sont parallèles à EICAT, et bien sûr on a étudié les impacts positifs des individus qui sont introduits, qui sont spontanés, pas les individus qui sont plantés ou cultivés. Donc cette méthodologie, en plus de catégoriser, de classer les taxons exotiques selon différentes catégories, ça va aussi te permettre de caractériser les mécanismes d'impact qui sont impliqués. Pour EICAT, il y a 13 mécanismes. Pour EICAT+, 11 mécanismes. Bien sûr, pas tous concernent les plantes, par exemple la prédation, mais on peut prendre le cas des landes où effectivement parmi les mécanismes souvent impliqués, il y a bien sûr la compétition pour la ressource, l'espace, la lumière, mais aussi tout ce qui est les phénomènes d'allélopathie. Il peut y avoir aussi des impacts différents structurels, physiques ou chimiques. Il peut aussi parfois des impacts plus indirects ou sur la faune, finalement sur les pollinisateurs. Cette méthodologie, elle va surtout s'appuyer sur un état de l'art, sur une revue assez exhaustive de toutes les données bibliographiques, donc de toutes les données sourcées qui existent, les articles scientifiques, les rapports techniques, les bases de données. Et généralement, EICAT peut être appliqué à toutes les échelles géographiques, mais surtout elle est utilisée actuellement pour faire des évaluations à l'échelle globale, à l'échelle mondiale. Voilà. Donc on s'est dit, nous, voilà, c'est une méthode qui est émergente, qui a du succès. Donc on a décidé de lancer le projet Clever, classification des espèces végétales exotiques résistantes en France hexagonale. On s'est dit on va tester à la fois EICAT et EICAT+. On va tester spécifiquement sur la flore, car elle a été beaucoup utilisée sur la faune par les pays voisins. Et puis tester si elle est applicable à la fois à l'échelle nationale, mais aussi à des échelles régionales, régions administratives. Donc c'est un projet qui a été mené sur 2 ans, 2023-2024, qui a été porté par l'OFB, par le CBN Sud-Atlantique avec le recrutement de Thomas et aussi bien sûr l'appui d'Aurélien Caillon, avec l'ANSES Guillaume Fried ici présent, le réseau bien sûr de tous les référents EEE des CBN et le comité français de l'UICN avec Johan Souberan notamment. Et projet qui a été financé par l'OFB et la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Donc le premier problème, on s'est dit, c'est vrai que l'application stricte peut être compliquée. Donc on s'est dit peut-être qu'on peut proposer des ajustements, des adaptations à la méthode, notamment du fait qu'il y a un problème de manque de bibliographie, plus on réduit l'échelle spatiale d'études, moins on a d'informations sur les espèces exotiques. Donc il y a une diminution entre l'international, le national et le régional. Et puis aussi le problème aussi de définir ce que c'est une population, à la fois pour le taxon exotique, mais surtout pour le taxon indigène, pour voir comment évaluer les performances qui sont impactées par les taxons exotiques. Donc on a fait des ateliers méthodologiques. Donc on s'est dit, en plus de la bibliographie, de la littérature, on va pouvoir essayer d'intégrer du guerre d'experts, les observations du terrain, voilà, mobilisant la connaissance de différents experts, botanistes mais aussi faunistique. Et puis aussi de proposer des critères, comment interpréter, finalement, avoir une interprétation homogène et pour avoir une reproductibilité de la méthode, de proposer des critères pour pouvoir interpréter ces observations qui portent surtout sur les espèces exotiques et moins sur les performances des espèces indigènes. Donc on parle surtout de proxy d'impact. Donc on a appuyé sur 3 critères qu'on a pu trouver dans la méthode notamment EEPP, l'Organisation Européenne de Protection des Plantes, qui sont bien sûr souvent les plantes exotiques envahissantes. Ce sont des plantes qui forment des populations denses, monospécifiques, durables. Donc on s'est dit on va caractériser ça par la taille et la superficie des populations exotiques, par le taux de recouvrement, donc les coefficients de dominance, abondance-dominance, et puis aussi bien sûr la pérennité des populations.
Donc on a créé une grille pour pouvoir caractériser chaque catégorie en fonction de ces 3 critères-là. Par exemple, on a dû définir des seuils. Par exemple, pour le taux de regroupement, on a pris des seuils de 50%. Et pour, par exemple, la superficie, des 10 mètres carrés, 100 mètres carrés ou 1000 mètres carrés. Et puis, bien sûr, on a pris en compte, par exemple, pour distinguer majeur et massif, s'il peut avoir aussi des impacts sur les paramètres abiotiques et tout ce qui est la pérennité, finalement, des populations exotiques. Donc, et aussi, autre critère, on a voulu rajouter 2 autres rubriques, parce que c'est bien de classer les taxons exotiques en fonction de leurs impacts, mais maintenant, on n'essaie plus trop de gérer les espèces en maison en tant que telles, mais plutôt de permettre leur gestion pour permettre une préservation des espèces et des espaces en jeu de conservation. Donc on a voulu aussi rajouter des paramètres sur ces impacts s'ils portent sur des espèces à enjeu, donc surtout les espèces menacées, donc on s'est appuyé sur les listes rouges disponibles, et puis aussi s'il y avait des impacts sur des HIC, les habitats d'intérêt communautaire, notamment les sites Natura 2000. Donc pour faire notre test, on n'a pas testé toutes les plantes exotiques naturalisées. À l'échelle régionale, le catalogue des plantes exogènes venait d'être finalisé, donc on a testé ça sur une centaine de plantes, diverses et variées, plus ou moins connues. Et pour l'échelle nationale, on a fait quand même une compilation des listes régionales des CBN, où on a fait ressortir les 228 taxons identifiés comme plantes exotiques envahissantes avérées dans les différents statuts des listes régionales. Processus, ensuite, on a mis en œuvre voilà, les processus, on a fait une application stricte. Donc une première étape où Thomas a fait le travail de préévaluation. Donc il a utilisé la littérature, toutes les données, les sources, et puis aussi il a consulté une quarantaine, même s'il n'y a qu'une dizaine de structures qui ont répondu, pour avoir leur connaissance sur les espèces. Il a bien sûr caractérisé chaque donnée d'impact, chaque ressource, avec le mécanisme, le score impliqué, l'impact sur les espèces en jeu. Ça lui permet de faire une synthèse des données et de proposer des évaluations avec le score maximal qui était relevé pour chaque taxon identifié et des fiches synthèse. Puis comme un peu la méthodologie liste rouge, on a comme soumis ça à des ateliers d'évaluation, des ateliers de validation. Donc on a organisé à peu près 7 demi-journées pour valider les propositions d'évaluation, pour les transformer en évaluation finale. Donc on a pu faire appel aux experts des CPN, mais aussi des experts de la SBF, ou aussi bien sûr Jean-Marc Tizon. Alors, pour les résultats, d'abord, on va commencer à présenter les résultats sur plutôt la flore en termes de connaissances. Qu'est-ce que ça a apporté ce projet? Puis après, je vous présenterai un peu plus les résultats méthodologiques. Comment est-ce qu'on utilise ces méthodes et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces méthodes. Alors voilà les résultats. Là, vous avez des graphiques qui montrent le nombre d'espèces par catégorie d'impact. Donc plus c'est rouge, plus c'est pas bon. Avec 2 espèces à l'échelle nationale qui ont été classées dans la catégorie d'impact maximum, massif. Et puis en gris, vous avez le nombre d'espèces qui sont classées dans la catégorie données insuffisantes ou données manquantes. Donc c'est celles qu'on n'arrivait pas à classer parce qu'on n'avait pas assez d'informations. Alors le premier truc qu'on peut voir, c'est qu'il y a une forte ressemblance entre échelles. Alors ça, on ne va pas se mentir, on ne s'y attendait pas du tout, parce qu'on n'a pas du tout sélectionné les mêmes espèces, en fait, aux 2 échelles. Et donc c'est un peu un hasard, mais je tenais à le faire remarquer quand même, parce que ça ressort. La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte qu'à l'échelle nationale, donc on a quand même 129 espèces qui ont un score fort, c'est-à-dire qu'elles étaient classées en modéré, majeur ou massif. C'est les 3 catégories les plus fortes pour AI4. Et à l'échelle régionale, pareil, un bon nombre d'espèces quand même, plus de la moitié qui ont un score fort. Pour ce qui est de AI4+, par contre, on a très peu d'espèces qui ont un score fort. Bon, là encore, c'est pas très surprenant. On sait bien que les espèces exotiques envahissantes, elles ont des impacts plutôt négatifs, sinon on les regarderait pas. Donc bon, c'est pas une surprise, mais quand même, on se rend compte que quand on quantifie bien les impacts positifs et négatifs, les impacts négatifs sont bien plus importants que les impacts positifs. Deuxième résultat, c'est en termes de mécanismes d'impact. Donc on a qualifié les impacts, les mécanismes d'impact pour chaque espèce, et on se rend compte que le mécanisme d'impact qui ressort le plus, c'est la compétition, pour la très grande majorité des espèces. Et après, il y a les impacts structurels sur l'écosystème et les impacts physiques, puis les impacts indirects aussi. Pour AI4+, donc pour les impacts positifs, on se rend compte que la plupart des impacts positifs des plantes exotiques envahissantes, c'est plutôt via la fourniture de ressources trophiques. Là encore, c'est pas étonnant, c'est souvent des espèces qu'on plante dans les jardins parce qu'elles font des belles fleurs, qu'elles font des fruits abondants, et donc c'est des ressources que peut utiliser la faune. Ce qu'on se rend compte avec ce projet, c'est qu'on a une bien meilleure connaissance des impacts négatifs que des impacts positifs. Ça, c'est normal, parce que déjà, les impacts négatifs sont bien plus visibles que les impacts positifs.
Et donc on s'en rend compte parce qu'il y a très peu d'espèces qu'on a classées en données insuffisantes dans les évaluations A4, et beaucoup plus d'espèces, près d'un tiers, qui étaient classées en données insuffisantes pour A4+. C'est aussi, il y a probablement le fait que les impacts négatifs sont plus faibles, et donc plus difficiles à percevoir que les impacts négatifs. Je me suis trompé ? Non, les impacts positifs sont plus faibles, et les impacts négatifs sont plus forts, et donc plus difficiles à voir. Ça c'est la même chose. Un résultat intéressant, c'est qu'on a une disparité de réponses en fonction des groupes taxonomiques. Donc globalement, ce qu'on a vu, c'est que les impacts négatifs, ils étaient plutôt associés aux plantes via la compétition, alors que les impacts positifs, c'était plutôt pour la faune. Et là encore, c'est pas hyper surprenant parce que y a une compétition directe des plantes exotiques envahissantes avec la flore indigène. Et par contre, la faune est peut-être plus flexible. En tout cas, certains taxons de faune sont plus flexibles et donc peuvent plus facilement profiter de la flore exogène. Pour ce qui est des résultats purement méthodologiques, maintenant, qu'est-ce que nous apprend ce projet Clever? C'est que déjà, A4 est applicable et ça paraît être une méthode qui est quand même intéressante, même si à la base, ce n'était pas fait pour des évaluations nationales ou régionales. Ça fonctionne, en tout cas avec nos adaptations, puisqu'on a des taux d'espèces classées données insuffisantes qui sont relativement faibles. Par contre, pour A4+, ça ne marche pas très bien, puisque finalement, c'est quand même des méthodes qui prennent du temps, et on se retrouve avec plus d'un tiers des taxons qui sont classés en données insuffisantes. Donc, on n'a pas tout à fait les mêmes résultats en fonction des méthodes. Ce qu'on voit aussi, c'est que nos adaptations qu'on a proposées, donc la prise en compte des données des observations de terrain, étaient indispensables pour vraiment faire marcher les méthodes, que si on utilise uniquement les données bibliographiques, comme c'est généralement fait quand on applique ces méthodes à l'échelle globale, on se retrouve avec des taux de données insuffisantes très très forts, plus de 30% pour A4 et plus de 80% pour A4+, alors qu'en prenant les observations de terrain et la connaissance de tous les acteurs parce que, bon, Arnaud ne l'a pas trop précisé, mais on a essayé aussi de contacter les associations faunistes, on a essayé de contacter tout un panel d'acteurs, et ça nous a vraiment permis d'évaluer beaucoup mieux les impacts des plantes exotiques envahissantes. En résultat méthodologique, on se rend compte que la prise en compte des espèces et des habitats à enjeu est compliquée. Pour les espèces menacées, on a trouvé que 37 plantes exotiques envahissantes qui avaient des impacts avérés sur des espèces menacées. C'est vraiment pas beaucoup. Et ça reflète probablement pas la réalité, et c'est juste un problème de manque de connaissances. Donc ça montre bien, ce projet, que même en synthétisant toutes les connaissances, on n'en sait pas grand-chose, en fait, des impacts des plantes exotiques envahissantes sur la flore ou la faune menacée. Pour ce qui est des habitats d'intérêt communautaire, à l'inverse, globalement, toutes les espèces exotiques envahissantes qui posent des vrais soucis, donc qui ont des impacts modérés, majeurs ou massifs, peuvent aussi coloniser des habitats d'intérêt communautaire. Et donc finalement, ce n'est pas du tout un critère qu'on peut utiliser pour prioriser un taxon sur un autre. Pour ce qui est des avantages des méthodes, c'est déjà que ça permet de standardiser les évaluations. Et donc, en plus, l'avantage, c'est que c'est des méthodes internationales, donc ça permet vraiment de comparer nos résultats avec ce qui est observé aussi à l'international. Ça permet de centrer les impacts sur les espèces indigènes, et c'est assez important, je pense, parce que ça permet, finalement, on lutte contre les plantes exotiques envahissantes pour protéger la flore indigène. Et donc, en centrant vraiment l'évaluation des impacts sur la flore indigène, sur les espèces indigènes, ça recentre un peu le débat. Un autre intérêt, c'est que les prochaines évaluations seront relativement faciles à organiser. Là, ça a pris beaucoup de temps dans le cadre du projet Clever parce qu'on s'est intéressé aux plantes exotiques envahissantes qui avaient les plus forts impacts et donc qui avaient le plus de bibliographie. Et en fait, aujourd'hui, la plupart des autres espèces qu'on n'a pas évaluées, il n'y a pas de bibliographie, donc ça va quand même réduire une bonne partie du travail. Ça va plutôt se résumer à récupérer des observations de terrain même. Et voilà. Pour les désavantages, c'est que ce n'est pas des analyses de risque. Ça, ce n'est pas vraiment un désavantage, c'est les méthodes qui sont comme ça. Mais en attendant, on ne peut pas interpréter notre liste comme une évaluation classique que font par exemple les CBN, parce qu'il nous manque certains critères des analyses de risque. Par exemple, les capacités de dispersion d'une espèce, qui sont très importantes quand on essaye de qualifier une espèce exotique envahissante. Ce n'est pas non plus adapté pour les taxons non implantés. Et c'est des méthodes chronophages. En tout cas, là, ça nous a quand même pris 2 ans pour évaluer 300 espèces. Donc, c'est un gros travail. Et le dernier désavantage, c'est que c'est une comparaison biaisée entre A4 et A4+.
En effet, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'on regarde l'impact sur les populations indigènes, mais par contre, on ne regarde pas combien d'espèces sont affectées par les impacts négatifs et positifs. Et donc, typiquement, dans le cas de l'élante, elle a des impacts positifs sur... cette espèce a des impacts positifs sur les lombrics, donc elle a un impact modéré positif sur les lombrics, et elle a un impact négatif sur à peu près toutes les autres espèces qui ont été étudiées. Donc l'impact global est extrêmement négatif, mais par contre, si on compare l'impact A4 et A4+, on se retrouve à un truc quasiment égal. Donc c'est complètement trompeur de comparer les deux méthodes. Pour conclure, c'est un des travaux les plus aboutis à ce jour sur les impacts des plantes exotiques envahissantes en France métropolitaine. Ça a permis de contribuer à la fois à faire une ébauche de liste nationale scientifique et aux listes réglementaires aussi. Et puis, il y a toute une série de perspectives, comme appliquer ces méthodes au reste des plantes exotiques naturalisées, développer d'autres parties de l'analyse de risque, comme la prolifération, et aussi utiliser des évaluations A4 qui sont faites dans des pays proches comme proxy de l'impact potentiel pour les taxons non installés. Il n'y a pas les remerciements, mais... Merci pour cet exposé. On voit qu'on est calé un peu sur les méthodes liste rouge ICN, avec une déclinaison internationale, nationale, régionale, qui reste malgré tout administrative. On a vu tout à l'heure qu'au niveau de la Lozère, on avait peu d'espèces envahissantes dans les montagnes, ce qui est le cas à peu près partout. Est-ce qu'il n'y a pas un... Bon, vous avez mis en place de la méthode, là, on est bien dans la méthode, mais dans l'avenir, on va peut-être travailler, je sais pas, votre avis là-dessus, sur des zones biogéographiques, ce qui demanderait d'ailleurs de travailler au niveau des listes rouges nationales, des listes rouges, régionales, au niveau biogéographique, un peu à l'instar de ce qu'on avait fait avec le CBD Pyrénées, sur des listes pyrénéennes, afin d'avoir des choses qui aient un sens biologique plus qu'un sens administratif. Merci Jeanne pour la question. Effectivement, c'est un sujet qui revient régulièrement au sein de l'élaboration de listes. Comme tu l'as bien dit, c'était une méthode de test, c'était un projet de test, savoir si les méthodes étaient applicables. Là, bien sûr, c'était avant tout pour les listes nationales et les listes régionales, parce que souvent c'est la question demandée, mais oui, au sein notamment du réseau des experts du réseau des CPN, régulièrement on se dit que les listes doivent être aussi au niveau biogéographique. Donc effectivement, ça sera intéressant. Alors c'est un peu les perspectives, on a lancé un peu, on a ouvert une porte. On a testé sur quelques espèces, mais il faudrait le faire, comme on l'a dit, pour d'autres espèces, pour d'autres territoires, même le faire aussi l'équivalent pour la faune. En tout cas, l'OFB travaille aussi sur la faune, donc en fait, ça a ouvert des portes, et là, on va essayer de travailler avec des partenaires, avec Guillaume, etc., à poursuivre ce travail-là. Mais là aussi, pareil, c'est toujours conditionné par les financements et les volontés un peu des politiques publiques. Est-ce que votre conclusion aboutit à plus de 200 espèces exotiques, si j'ai bien compris, avérées envahissantes en France, selon votre catégorie, ou 220, entre comme ça? Est-ce que parmi les espèces que vous avez décrites comme avérées envahissantes, il y a des espèces qui ne sont pas dans la directive européenne des espèces exotiques envahissantes, et de nouvelles espèces, et dans tous les cas, ces 200 espèces, qu'est-ce qu'elles ont en plus ou en moins? Et voilà. Ma question est floue, pardon, mais... Alors, oui, merci aussi pour la question. Donc, effectivement, il faut bien distinguer le statut scientifique de le statut réglementaire. Donc, actuellement, on a une liste réglementaire à l'échelle de l'Union européenne, donc, pour la mise en œuvre du règlement européen de 2014. Actuellement, il y a eu une actualisation la toute récente au mois de juillet, donc on vient de rendu à peu près à 50 espèces végétales exotiques conventionnées réglementairement. Donc effectivement, là, rien qu'avec la compilation des listes DCBN, on a 228 espèces, donc on voit bien qu'il y a une sous-estimation. Et si on prend en compte rien que les impacts qu'on a étudiés, les 129 espèces. Donc effectivement, l'objectif aussi de ce travail-là, c'est une liste scientifique, une ébauche de liste scientifique, comme on l'évoquait, aussi d'alimenter finalement la liste réglementaire. Et on n'avait pas évalué, on a fait un peu un petit travail quand même. À l'époque, il y avait 41 espèces réglementées. Sur les 41, je crois qu'il y en avait 29 ou 30 qui sont déjà présentes, introduites dans la métropole. Et sur ce chiffre-là, on a dû tester 21 espèces qu'on a fait passer à la moulinette de L4. Et toutes ressortaient à peu près comme majeures ou modérées. Donc on voyait qu'il y avait une corrélation, une correspondance entre les choix étaient justifiés,
qu'on a fait ressortir, c'était cohérent avec la liste européenne. Il y avait juste une espèce, c'était l'agarocifon major, je crois, mais comme elle était encore, on a mis comme modérée, mais c'est parce qu'elle est encore assez émergente et les pas trop connues, je crois. Est-ce que vous avez mis en évidence des nouvelles? Oui, bah, bien sûr, avec les 129, là, on pourrait les faire inscrire. Comme la liste européenne, elle est mise à jour régulièrement, mais en plus de la liste européenne, chaque pays, État membre, peut ajouter des espèces à l'échelle de son pays. Et justement, en fait, on a 2 niveaux d'interdiction. On a un niveau 1 d'interdiction qui interdit juste l'introduction des naturels, on peut continuer à les cultiver, les vendre, les acheter. Et le niveau 2 d'interdiction qui correspond au niveau européen, là, c'est tout est interdit. On peut les acheter, les vendre, les tenir, etc. Et justement, les 129 espèces, là, on va les proposer tout prochainement à un niveau 1 d'interdiction. On pourra continuer à les acheter, les vendre, etc. Mais ça permettrait de mettre un peu en avant peut-être une possible passage à un niveau 2 d'interdiction. Voilà, il y a déjà des applications concrètes opérationnelles pour tout ce qui est réglementation. Oui, merci de votre présentation. J'ai juste trouvé que vous aviez vite disqualifié l'impact des espèces exotiques envahissantes sur les habitats d'intérêt communautaire comme un critère d'appréciation pour vous. Si je comprends bien que toutes les espèces exotiques ont un impact sur des habitats d'intérêt communautaire, les habitats sont quand même plus ou moins sensibles à l'invasion biologique et du coup je trouve ça un petit peu trop vite disqualifié. J'aimerais savoir un peu plus. Moi je trouve que l'entrée croisée, sensibilité de l'habitat et sensibilité et agressivité de l'espèce a son intérêt. Oui, alors pour être honnête, la partie habitat, ça a quand même été pas la partie la plus développée du projet. En fait, on voulait savoir s'il y avait des espèces exotiques envahissantes qui avaient des impacts forts, mais qui ne s'attaquaient pas du tout aux habitats d'intérêt communautaire. Et globalement, notre réponse, ça a été non. Après, pour aller plus dans le détail, clairement, on n'est pas allé plus loin, quoi. Mais sûrement qu'il y a du travail à faire là-dessus, et il doit sûrement y avoir, si on regarde plutôt d'un point de vue habitat, du coup, certains habitats doivent être vraiment beaucoup plus en jeu avec certaines espèces très particulières. Mais ça, on n'y est pas allé, quoi. Je veux bien apporter un complément. Effectivement, nous déjà, quand on a testé ça sur les 228 plantes envahissantes avérées, on pensait que tout allait finir en massif ou majeur. Finalement, on voit qu'il y a une bonne discrimination. Donc la méthode ECAT permet de pas mal de répartir. Il reste comme 129 espèces. C'est aussi des priorités opérationnelles derrière. On ne va pas agir sur 129 espèces à la fois. Donc on s'est dit, on va rajouter d'autres critères pour pouvoir un peu mieux séparer, mieux prioriser. Effectivement, les habitats ne ressortent pas, mais aussi peut-être des défauts, c'est que ça qualifie surtout les impacts qu'on a proposés dans nos publications. On va dire peut-être qu'on peut reprioriser sur les habitats, les espèces menacées, mais aussi peut-être mieux quantifier par rapport au nombre d'impacts impliqués, par rapport au nombre de régions concernées, par rapport au nombre de populations, parce que là, à chaque fois, on pense le maximum observé. Donc s'il y a quelques populations qui ont un impact massif, la moyenne c'est un impact modéré, on va généralement classer un impact massif, alors c'est pas tout à fait révélateur. Donc il y a moyen aussi un petit peu d'optimiser et de nuancer finalement les résultats des 4, et ça on a fait des propositions, mais là c'est un peu le résultat brut. J'aurais voulu savoir s'il existe ou s'il va exister une publication concrète des résultats des 4 espèce par espèce. La réponse est oui. Elle est même déjà sortie. Alors, on va faire 2 publications. En fait, il y a déjà une publication qui est sortie en français et elle est déposée sur le site HAL et elle a fait l'objet d'un article dans le centre de ressources. Donc ça, c'est disponible. Et dans cette publication, il y a les tableaux qui résument toutes les informations pour toutes les espèces. Et notamment, il y a une partie qui peut vous intéresser, c'est toute une partie description. Et on n'a pas parlé là, mais en fait, on a quand même marqué plein de choses sur les espèces. Et là, c'était un peu la partie expression libre. Donc, on a pu marquer toutes les choses qui ne rentraient pas forcément dans l'évaluation ECAT pure et dure, mais qui étaient quand même intéressantes concernant les espèces. Et à côté de ça, là, on est en train de publier, pour le coup, un article vraiment scientifique dans le journal Neobiota. Et donc, il a été accepté il n'y a pas très longtemps. C'est HAL, c'est le portail HAL. Maintenant, nous, on utilise HAL, c'est le portail qu'on utilise notamment à l'OFB, mais aussi au MNHM, etc., pour diffuser, il y a ResearchGate, etc. Mais on utilise HAL et on a mis à disposition dans les documents à télécharger le tableau Excel avec vraiment toutes les colonnes, tous les champs. Donc, vous pouvez retrouver tout le contenu normalement du travail de Clever. Merci beaucoup.